Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café. Alors si toutefois c'est la première fois que vous débarquez sur la chaîne, eh bien on se retrouve tous les jours dans cette émission pour résumer en une dizaine de minutes tout ce qu'il faut retenir autour du développement. Alors bon, normalement c'est plutôt axé sur le mobile, mais aujourd'hui par exemple on va voir un tout petit peu plus large. Mais juste avant de commencer, lors du dernier App Clinic, l'application Bidon s'était prêtée au jeu de passer devant le jury. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle est lancée sur Product Hunt. Du coup, n'hésitez surtout pas à faire un petit hot vote pour lui en lui donnant un petit coup de pouce. Et je vous ai mis pour ça le lien à la fois dans les commentaires et dans la description. Allez, je referme cette petite parenthèse et on commence tout de suite avec ce Dev Café. Pour commencer, on ne va pas sortir du café ou du thé, mais plutôt le Champomy, car lundi, Electron fêtait ses 10 années d'existence. Alors bon, certes, on peut lui faire remarquer qu'il est un peu trop gourmand en RAM ou en CPU, mais il a quand même grandement aidé à la démocratisation du multiplateforme sur le desktop. D'ailleurs, à l'heure où on entend beaucoup parler des alternatives comme celle en Rust, vous pouvez voir que la courbe des téléchargements, elle ne fléchit pas du tout. Et en parallèle, je suis tombé sur un article de 2021 où ils indiquent qu'ils ne sont pas du tout intéressés pour utiliser les WebView des OS plutôt que d'embarquer Chromium, car à chaque fois, pour eux, les apports y seraient marginaux. Allez, comme on dit, on se donne rendez-vous dans 10 ans, comme le disait la chanson. Ensuite, on se donne rendez-vous dans quelques mois, et plus précisément en novembre, pour .NET 8, mais il y a quand même une version preview qui est disponible depuis mardi. Concrètement, l'essentiel était déjà dans la première preview, donc je vais pas trop m'attarder. Mais en parallèle, il y a aussi une nouvelle preview de Visual Studio 17.6. Côté mobile, on note un éditeur d'Android Manifest visuel si vous n'aimez pas écrire le XML. Et en général, vous avez maintenant la possibilité de créer des groupes de breakpoints. A priori, l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir facilement changer le comportement non pas d'un breakpoint, mais de plusieurs à la fois. Par exemple, vous voulez débugger votre base de données, et bien vous n'avez pas besoin de passer sur chaque breakpoint, mais ici, il serait regroupé. Bon, en soi, c'est pas super révolutionnaire, mais je pense que ça pourrait quand même faire gagner pas mal de temps. Alors si je résume, .NET 8, la sortie elle est normalement prévue pour novembre, et pour Visual Studio ça devrait être lors de la conférence Build de Microsoft en mai, car depuis l'émission d'hier, les dates du 23 au 25 ont bien été confirmées. On poursuit à nouveau avec les éditeurs de code, et je vous avais annoncé il y a quelques temps que GitHub avait arrêté de supporter Atom, car finalement face à VS Code, il n'y avait plus du tout photo. Mais si toutefois vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, eh bien pas de problème, une partie des anciens développeurs d'Atom et de Tricitter viennent d'annoncer ZED ou Z, je sais pas comment on dit, dont l'objectif de cette IDE c'est d'offrir un IDE rapide et léger, mais surtout avec une composante multi-utilisateur assez poussée. Alors bon, j'ai pas pu tester, mais l'idée c'est de pouvoir discuter ou de naviguer dans le code à plusieurs. Pour ce qui est des langages qui sont supportés, c'est d'un côté assez conséquent pour un début, mais il y a quand même deux gros absents, par exemple le Java ou le Swift. Mais quand même, si ça vous intéresse de le découvrir, le lien il est dans la description. Ensuite, on reste dans les actus généralistes, voire même plutôt dans les polémiques, puisque ça concerne Docker. Pour vous expliquer, jusqu'à présent, il y avait un plan gratuit qui s'appelle Team et qui était largement utilisé par les projets open source, car bon, c'était certes gratuit, mais c'était surtout assez généreux. Sauf que Docker change de doctrine et ils veulent rendre payant l'accès à des fonctionnalités qui sont normalement payantes dans les autres plans, car ils veulent tout simplement déprécier le fameux plan Team qui est gratuit. Par exemple, le fait d'avoir des repos privés, et dans ce cas, pour continuer d'y avoir accès, il faudrait à minima payer 300 $ l'année. Sauf qu'ils s'y prennent de manière assez brutale, car dans moins d'un mois, c'est-à-dire le 13 avril, le changement sera effectif, peu importe que les fonctionnalités soient utilisées en prod ou pas par exemple. Mais bon, ils ont quand même senti la polémique arriver et ils redirigent vers un programme dédié pour les projets open source, sauf que le fameux DSOS, il a un gros inconvénient, à savoir que seuls les projets non commerciaux sont acceptés. Mais bon, d'une part, ce plan, il n'est pas nouveau, et d'autre part, bien Docker se montre particulièrement long pour répondre, soit aussi les petits projets, généralement, ils essaient de récolter un tout petit peu d'argent pour vivre, et donc du coup, ils sont en dehors des clous. Alors si je résume, la polémique, pour le moment, elle ne cesse de monter, et bien sûr, je vous tiendrai au courant si toutefois la situation venait à changer, mais honnêtement, c'est mal barré. Et juste avant les actus en bref, je vous ai dit hier que Google s'était un peu fait griller la priorité par OpenAI, car ils avaient quelques annonces autour de l'IA. Mais j'ai découvert en parallèle que le 30 mars, il y aura un événement en ligne qui mêlera Google Cloud et IA, car finalement Google doit aussi aller sur le terrain d'Azure. Alors pour ça, n'hésitez pas à mettre l'événement dans vos agendas et on va espérer cette fois-ci que Microsoft ils vont pas prévoir une annonce 2 heures après. Allez, maintenant on peut vraiment passer aux actus en bref. Par l'intermédiaire de ZDNet, on apprend qu'un ancien freelance avait vu sa mission stoppée chez OVH Cloud car faisant trop de bourdes. Sauf qu'une fois son départ effectif, OVH s'est rendu compte que 250 projets internes avaient été téléchargés.
Après avoir porté plainte, OVH a été reconnu comme victime et le tribunal a condamné le freelance à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 5 000 € pour notamment le motif de piraterie informatique. Sur un sujet un peu similaire de piraterie, pour accéder aux API de ChatGPT, il faut payer une somme qui est relativement modeste. Malgré tout, des petits malins proposent le projet EdgeGPT qui passe par l'intermédiaire de Bing pour avoir un accès totalement gratuit au chat de l'IA. Retour au mobile avec la connectivité par satellite qui semble avoir un bel avenir, car après l'opérateur T-Mobile aux États-Unis qui a fait un partenariat avec Starlink, c'est au tour de l'opérateur suisse Salt de suivre le même chemin. Les abonnés pourront ainsi envoyer des messages textes dès l'année prochaine par ce canal. A noter qu'en parallèle, Amazon travaille sur une alternative nommée Project Kuiper et la parabole vient d'être dévoilée qui se voudra plus petite et moins chère à l'achat et surtout des débits de 400 Mbps par seconde sont attendus. Une version mini sera également proposée avec un débit réduit mais un tarif encore inconnu. Et pour terminer, NordVPN vient de livrer en open source de nombreux outils et le client Linux de son VPN. Malheureusement, rien n'est signalé côté appli mobile. On reprend avec du mobile et encore du mobile, et pour commencer, Bitrace est une solution de CI/CD qui publie chaque année son rapport sur l'état du développement mobile, vu qu'ils sont plutôt bien placés sur le sujet. Mais si je vous ai pas parlé du cru 2023, c'est que les stats en tant que telles, elles sont pas très significatives. En revanche, l'agence User Agent qui se qualifie de digital, donc c'est une agence avec des doigts probablement, mais bon, plus sérieusement, ils ont compilé les tendances depuis 2017 sur ces rapports et c'est assez intéressant. Car généralement, les chiffres qu'on a, c'est plutôt au doigt mouillé, alors qu'ici, on a des stats d'un CI, autant dire que c'est pas juste des Hello World. Sur cette période de 5 ans, on voit que Xamarin a complètement disparu, Cordova et Ionic sont à peu près au même niveau. Pour ce qui est de React Native, il y a 10 points de pourcentage en plus, et chez Flutter, on passe de 0 à 12.4, ce qui le classe donc derrière React Native. En parallèle, on voit que les deux technos natives sont toujours dominantes, mais elles baissent beaucoup, et particulièrement Android. En effet, sur la partie Kotlin, on est en baisse de 7 points de pourcentage, là où sur Swift, c'est une baisse de 6. Donc globalement, on est sur une tendance qu'on avait déjà sentie, à savoir que le cross-platform, il mange à grande bouchée le natif. Toutefois, dans ces chiffres, il y a une tendance qui n'est pas forcément très claire, c'est que Flutter croît plus vite que React Native. D'ailleurs, du coup, de votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous faites plutôt du natif, plutôt du cross-platform, voire même un mélange des deux? Et comme on dit, la tribune vous est désormais ouverte. Avant de vous parler de l'un de deux infos autour des nouvelles versions, côté Apple, c'est assez simple, la 4ème bêta d'iOS 16.4 est disponible et c'est pareil pour tous leurs OS. Pour rappel, c'est la fameuse version qui va enfin améliorer les applications web avec notamment les notifications. A priori, on s'oriente vers une dispo stable la semaine prochaine, voire vraiment dans le pire des cas, celle d'après. Et ensuite, sur Android, le nom est un peu compliqué, mais c'est une première bêta pour la QPR3 d'Android 13, et cette fois-ci, la version stable, elle est prévue pour juin. Dans l'idée, notre cher Michel a très vite dégainé pour trouver les petits changements, mais bon, dans l'ensemble, ce sont essentiellement que des petits changements visuels, donc là-dessus, je vous ai mis le lien vers le thread si besoin. Et enfin, on termine avec un peu de régulation, mais rassurez-vous, pas chiant, c'est ma promesse. Et comme vous le savez, en fait, en Europe, on est plutôt à la pointe entre le RGPD, le Digital Services Act et le Digital Market Act. Et d'ailleurs, je vous conseille de prendre les popcorns, car le DMA, ça rentrera en vigueur en mai, c'est-à-dire notamment avec les boutiques d'appli tierces ou encore iMessage qui doit devenir interopérable. Mais en attendant, nos amis indiens nous régalent, car ils se sont montrés particulièrement féroces ces derniers mois, en attaquant par exemple Google pour ses pratiques anticoncurrentielles, car ils forçaient les fabricants à intégrer leurs applications, typiquement Gmail ou Maps. Et l'Inde a dit non seulement niet là-dessus, mais en plus Google est obligé de permettre l'installation d'App Store tiers sur le Google Play. Mais bon, Google est quand même malin, car certes leurs applications ne seront plus intégrées sur les téléphones, mais en fait si, car plutôt que de forcer les constructeurs à intégrer les applis, Google va les payer. Autant dire que rien va changer, en revanche, les constructeurs, eux, ils vont s'en mettre plein les fouilles. Et finalement, ce détournement de la loi, il n'a pas l'air de faire super plaisir au gouvernement indien, car selon les infos de Reuters, il voudrait faire en sorte que toutes les applications préinstallées puissent être supprimées. Pour justifier ça, ils expliquent, et je traduis, « Les applications préinstallées peuvent constituer un point faible en matière de sécurité et nous voulons nous assurer qu'aucun pays étranger, y compris la Chine, ne l'exploite. C'est une question de sécurité nationale. » Car en effet, il y a Google, mais il faut savoir qu'en Inde, Android représente 95% du marché, avec notamment Xiaomi ou Oppo avec des fortes parts de marché. Or, préintégrer des applis pourrait potentiellement signifier envoyer des données dans des pays étrangers. Pour éviter ça, l'Inde est relativement intelligente dans la mise en œuvre, car chaque téléphone devra, ou en fait plutôt devrait, car en fait c'est un projet de loi. Donc chaque téléphone, il devrait être validé auprès d'un laboratoire certifié.
Mais surtout, et c'est là où les lois européennes ont des limites aujourd'hui, c'est que les mises à jour devraient aussi être validées par ce bureau. Car en fait en Europe, c'est certes dans la loi, mais en cas de manquement, ce sera qu'a posteriori qu'on pourrait réagir, alors qu'ici c'est bien un blocage en amont. Alors bon, pour le moment le rendez-vous est donné dans 1 an, le temps d'affiner un peu cette loi et de permettre aux fabricants de s'adapter, mais là aussi, je vous tiendrai bien sûr au courant, mais en tout cas, un gros bravo à l'Inde qui est plus malin que tout le monde. Allez, là normalement je devrais terminer ce Dev Café, mais bon, je peux quand même pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil car apparemment on pouvait commander hier des billets de train Ouigo gratuitement et vous devinerez jamais comment. Car c'était tout simplement en mettant le code promo TEST. Bon, finalement ça a été quand même corrigé depuis, mais comme on dit, surtout n'hésitez pas à jeter un œil chez vous, histoire d'être sûr que ça nous arrive pas non plus. Allez, sur cette petite anecdote, on va se quitter pour aujourd'hui. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à faire le petit pouce vers le haut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, j'essaye peut-être de diversifier un tout petit peu les sujets. Si toutefois ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire. Bon, en attendant, eh bien, faites surtout un coucou aux Bénédictes qui ont leur fête aujourd'hui, et nous, on se donne rendez-vous demain, même heure et même endroit.